Aujourd'hui, nous allons étudier la cicatrisation spontanée. Comment cicatrisons-nous lorsque nous sommes blessés? C'est un chapitre fondamental sur lequel nous reviendrons lorsque nous parlerons de cicatrisation dirigée et de son utilisation en chirurgie notamment. Mais il est particulièrement important de savoir comment nous cicatrisons. Nous cicatrisons en fait parce que nous sommes vivants. La cicatrisation est une propriété des êtres vivants. Tout ce qui est minéral, tout ce qui est à base de silicium, tous les ordinateurs, tout ce qui est inanimé ne cicatrise absolument pas. Et la NASA est obligée de faire sortir ses cosmonautes pour réparer les plaies dans la carrosserie de ces vaisseaux spatiaux, pour l'instant. En attendant, les seuls organismes qui cicatrisent, ce sont les êtres vivants. Et les êtres vivants sont caractérisés par quoi? Ils sont caractérisés par des cellules. Et il suffit de coincer une seule cellule sous un microscope, de la percer avec un tube de verre, comme vous le voyez sur ces photos. Et lorsque on sort le tube de verre après avoir fait ce qu'on voulait dans la cellule, eh bien la cellule ne se dégonfle pas, la membrane phospholipidique se répare, cicatrise toute seule. Donc, cette cellule vivante a comme propriété intrinsèque de cicatriser toute seule. Alors on imagine bien qu'un ensemble de cellules vivantes, telles que les végétaux, cicatrisent également. Il suffit de se promener dans la forêt ou dans la nature pour voir des moignons d'amputation qui ont parfaitement cicatrisé. Si l'arbre n'est pas mort, le moignon d'amputation de sa branche a cicatrisé et tous les jardiniers vous confirmeront que les végétaux cicatrisent. Les vétérinaires vous confirmeront aussi que tous les animaux cicatrisent et les êtres humains ne sont qu'une variété parmi d'autres d'animaux qui cicatrisent également, et ça on le sait depuis longtemps. Cette propriété de cicatrisation est utilisée, et notamment elle est utilisée par les chirurgiens. Les chirurgiens n'ont pour but que de réparer des organes en comptant sur la cicatrisation. Le chirurgien ne fait que mettre les conditions initiales de la cicatrisation, mais ce n'est pas lui qui fait cicatriser une plaie. Et un orthopédiste va remettre les deux bouts d'os l'un en face de l'autre pour qu'ils cicatrisent dans la meilleure position possible, qu'ils cicatrisent droit, orthopédie. Le chirurgien vasculaire va mettre les vaisseaux l'un en face de l'autre. Le chirurgien digestif va mettre les deux morceaux de tube digestif l'un en face de l'autre en la suturant, etc. Une plaie cutanée, simplement, il ne servira à rien de la suturer si ça n'était pas suivi par des phénomènes de cicatrisation. Le chirurgien apparaîtrait assez rapidement pour un charlatan. Donc le chirurgien ne fait que exploiter au profit de son patient les propriétés de la cicatrisation naturelle qui survient chez tous les êtres vivants, en particulier les êtres humains. Alors, vous comprenez qu'il est particulièrement fondamental d'étudier ce qui préside à la cicatrisation des plaies. Raymond Villain disait déjà, il y a 40 ou 50 ans, que nous sommes moins démunis que l'australopithèque blessé, mais que nous cicatrisons comme lui. À l'époque des cavernes, l'australopithèque blessé, soit il mourait, soit il cicatrisait, au prix de souffrances importantes, mais il cicatrisait. Nous reviendrons là-dessus. Nous sommes des descendants de ces australopithèques, de ces hommes primitifs, mais notre physiologie, notre corps n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'il y a autour des médecins, des chirurgiens, des infirmières, des pharmaciens, une sécurité sociale, un environnement dans les pays favorisés qui permet de prendre en charge un peu mieux. Mais la façon dont nous cicatrisons ne dépend absolument pas des pansements et de l'environnement sanitaire, comme on va le voir. La cicatrisation ne dépend que de nous parce que nous sommes des êtres vivants, comme les végétaux, comme les animaux. Donc comment cicatrisons-nous spontanément? Et c'est le but de ce chapitre. Nous cicatrisons lorsque nous avons une plaie, une perte de substance cutanée, en 4 étapes successives, qui sont la détertion, le bourgeonnement, l'épidermisation et la maturation. Alors, je ne vais pas vous dire quels sont les mécanismes qui sont responsables de cette cicatrisation. Je vais vous les décrire tels qu'ils surviennent sur la plaie quand on l'observe à l'œil nu, voire au microscope optique dans le meilleur des cas. Je n'irai pas plus loin que cette échelle-là.
Je sais très bien que de nos jours, non seulement le microscope électronique, mais surtout la biologie moléculaire permettent de rentrer dans un niveau de détail beaucoup plus intime, beaucoup plus complexe. Mais en dehors de faire des Master 2 et des thèses de sciences, pour l'instant, toutes les connaissances fabuleuses qui sont en train d'être accumulées sur les mécanismes cellulaires de la cicatrisation ne servent à rien pour aider notre patient à cicatriser. On cicatrise encore comme à l'époque des cavernes. Donc, nous allons faire une plongée dans le temps en se reportant à l'époque des cavernes, ou même dans l'espace aujourd'hui, en achetant un billet d'avion pour l'Asie du Sud-Est, l'Afrique chaude, humide et mystérieuse, ou l'Amérique du Sud défavorisée, les pays dans lesquels les conditions sanitaires sont loin d'être aussi luxueuses que celles que nous connaissons, et dans ces pays malheureusement les blessés se retrouvent pratiquement livrés à eux-mêmes et il n'y a absolument rien de ce que nous connaissons et nous pouvons observer la cicatrisation spontanée se faire comme il y a 100 000 ans ou 7 millions d'années, c'est la même chose. Alors la détertion, c'est quoi? La détertion, nous allons supposer que nous avons une nécrose cutanée, ainsi représentée. Le but de la détertion est pour l'organisme de cliver ce qui est mort et ce qui est vivant. Et comment est-ce que l'organisme va arriver à séparer le mort du vif? Vous vous en doutez, par une réaction inflammatoire, c'est la première des choses. Cette réaction inflammatoire, les vaisseaux se dilatent pour laisser passer les globules blancs et les macrophages qui vont aller déterger, qui vont aller cliver le mort du vif avec leurs petites dents pointues qu'on appelle des enzymes. Avec cette réaction inflammatoire, bien sûr, vont s'engouffrer les liquides, le sérum, ça va gonfler, ça va être chaud, ça va être douloureux. Une très mauvaise idée serait, si on en a, de donner des anti-inflammatoires parce que ça fait mal. Il vaut mieux donner des antalgiques, évidemment. Donc la réaction inflammatoire est le processus par lequel l'organisme va séparer ce qui est mort de ce qui est vivant. Mais n'oublions pas nos partenaires socioprofessionnels, nos amis les microbes, qui nous recouvrent de la tête aux pieds, en nombre considérable, vous vous en souvenez. Ces microbes, ils vont attaquer à l'endroit non pas où c'est mort, où c'est nécrosé, parce que ça n'aime pas plus ce qui est nécrosé que vous ou moi, mais ils vont attaquer à la jonction entre le mort et le vif. Eux aussi. Et ils vont nécessairement, au cours de leur exploration, rencontrer des globules blancs et des macrophages. Et donc, il va y avoir des rencontres entre globules blancs et macrophages d'un côté, microbes de l'autre. Il va y avoir des morts, il va y avoir des cadavres. Les microbes vont profiter pour manger un petit peu la peau du poulet grillé, à cette jonction entre le mort et le vivant. Et tous ces cadavres vont flotter dans des débris tissulaires liquides, ça s'appelle du pus, et donc il est normal que lorsqu'on a de la peau morte, une peau nécrosée, le processus d'élimination, de détertion de cette nécrose s'accompagne du pus. La détertion est suppurée, c'est normal, il n'est pas nécessaire d'appeler le SAMU ou SOS médecin. C'est normal que après une nécrose cutanée, l'organisme se défende en éliminant cette nécrose en faisant du pus en quantité plus ou moins considérable. Après la détertion, une fois que ce tissu nécrosé est parti, qu'il n'y a plus que du tissu vivant, si ce tissu vivant est bien vivant, c'est-à-dire que le sous-sol de la plaie est bien vascularisé, à ce moment-là, va survenir la deuxième phase qui est le bourgeonnement. Et le bourgeonnement, ce sont des vaisseaux sanguins, les vaisseaux du sous-sol, qui vont pousser. Et exactement cette comparaison de vocabulaire avec le jardinage est tout à fait justifiée. Les bourgeons, ce sont des arbres vasculaires qui vont faire des troncs, qui vont faire des branches, qui vont faire des feuilles, qui vont produire les cellules, les fibroblastes du futur derme. Et ces fibroblastes vont à leur tour sécréter la substance fondamentale avec les fibres collagènes, etc. Donc, le bourgeon charnu qui pousse du fond de la plaie vers sa surface et qui va transformer progressivement le fond de cette plaie en une sorte de glace à la framboise, on a sous nos yeux le nouveau derme qui est en train de se constituer, de se régénérer. C'est extraordinaire. Alors non seulement le fond va se rapprocher de la surface, c'est-à-dire que la profondeur de la plaie va diminuer, mais encore
et presque surtout, les berges de la plaie vont se rapprocher. Il va y avoir une rétraction, une diminution de la taille de la plaie, une contraction centripète, c'est-à-dire que ça se rapproche du centre, des berges de la plaie. Pourquoi? Ce sont les myofibroblastes, les fibroblastes qui ont des propriétés de fibres musculaires lisses, c'est pour ça qu'on les appelle des myofibroblastes, qui avec leurs petits bras musclés vont tirer leurs voisins, qui vont tirer les berges de la plaie. Donc, le bourgeonnement d'une plaie s'accompagne toujours d'une rétraction et donc d'un rétrécissement des dimensions de la plaie. Ici, exemple d'une tumeur de la région au-dessus de la clavicule. Cette tumeur a été enlevée et en attendant les résultats histologiques, dans un premier temps, on va laisser bourgeonner cette plaie. On voit cette plaie dont le sous-sol se recouvre progressivement de cette glace à la framboise, de ce bourgeon charnu, et on voit aussi et surtout que ses dimensions rétrécissent considérablement. Ici, cette plaie pourrait cicatriser au prix d'un temps très long. Pour raccourcir cette durée d'évolution, on va greffer la plaie, et voilà. Mais vous voyez qu'en attendant le moment où on va la greffer, la rétraction qui accompagne le bourgeonnement est considérable. Cette rétraction, elle survient partout et elle est souvent utile, elle est parfois nuisible. À côté des plis de flexion, à côté des orifices naturels, ici à côté de l'aile du nez, on a enlevé un petit carcinome basocellulaire. En attendant les résultats histologiques, on va laisser la plaie cicatriser toute seule. Elle cicatrise si bien qu'en l'espace de 15 jours, 3 semaines, eh bien, elle est recouverte. Mais elle est recouverte au prix elle a cicatrisé au prix d'une rétraction qui, elle, comme vous le voyez sur la photo, entraîne une diminution de l'orifice narinaire, ce qui peut être gênant. À côté des plis de flexion, la bride axillaire par exemple, que vous voyez chez cet enfant qui présente des séquelles de brûlure, est tout à fait gênante. Et c'est une rétraction, cette bride résulte de la rétraction qui accompagne la cicatrisation spontanée d'une plaie. Les séquelles de brûlure, ce qu'on appelle les séquelles de brûlure, ce ne sont pas les cicatrices de la brûlure, parce que ça va toujours en laisser. C'est ce qu'on appelle les séquelles de brûlure, ce sont les séquelles des brûlures qui n'ont pas été traitées correctement initialement. Et ici, vous voyez cet exemple de brûlure dorsale de la main, où les doigts sont rétractés en arrière, avec une première commissure, un pouce qui est rapproché de la paume. Le traitement des séquelles de brûlure est l'exemple type qui est démonstratif de la rétraction d'une cicatrisation spontanée. On aurait dû apporter de la peau initialement. Ici, eh bien, la peau a cicatrisé en se rétractant. Il faut, pour traiter ces séquelles, eh bien, inciser la peau sans rien exciser du tout, retrouver l'amplitude des articulations initiales, écarter la première commissure et là, apporter les greffes qu'on aurait dû apporter initialement. Donc, les séquelles de brûlure, ce sont des rétractions qui sont la démonstration du fait que toutes les cicatrisations spontanées s'accompagnent d'une rétraction des berges de la plaie, c'est constant. Alors, le bourgeon charnu, il peut lui-même devenir pathologique, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il va trop bien bourgeonner. Et il va trop bien bourgeonner en devenant hypertrophique. Ça se reconnaît à plusieurs choses. Ça se reconnaît au fait que le bourgeon devient luisant, suintant, hémorragique, friable, et surtout que son niveau va dépasser un tout petit peu, de 1 mm, 2 mm, les berges de la peau saine voisine. Donc le bourgeon présente un décalage de 1 ou 2 mm avec la peau saine voisine. Et ce bourgeon, ce décalage, est suffisant pour empêcher les kératinocytes de l'épiderme de le recouvrir. Ça s'appelle une impasse de la cicatrisation. Alors ici, nous sommes en train de décrire une cicatrisation spontanée. Nous n'intervenons pas, nous regardons notre homme des cavernes, notre lointain ancêtre cicatrisé dans sa caverne. On sait qu'ici, il est mal parti parce que ça va durer longtemps. Aujourd'hui, les progrès font que, en 2 jours, cette situation, cette impasse est ouverte et qu'on peut revenir normalement, on verra comment. En tout cas, il faut surveiller cette plaie régulièrement pour justement vérifier l'apparition éventuelle d'un bourgeon hypertrophique. Donc ce bourgeon, en voilà un gros plan, et donc vous voyez que c'est une impasse. Les kératinocytes ne peuvent pas avancer sur ce qui représente pour eux une falaise infranchissable. L'épidermisation est la 3e étape de la cicatrisation spontanée. Le bourgeon charnu est arrivé au niveau des kératinocytes de l'épiderme, donc de la membrane basale. À ce moment-là, eh bien, les kératinocytes vont recouvrir ce bourgeon qui est à leur niveau.
on a vu que si le bourgeon les dépasse, ils sont incapables de le faire. Lorsqu'il est à leur niveau, les kératinocytes vont recouvrir ce bourgeon. Ils vont le recouvrir en partant uniquement de la membrane basale, évidemment, parce qu'au-dessus, ils ne se multiplient pas. Et deuxièmement, ils vont rester sur les berges du bourgeon. C'est-à-dire que les kératinocytes parents restent sur les berges du trou et ils envoient leurs enfants recouvrir le bourgeon néoformé. Ils ne se multiplient qu'en arrière. Donc, ils envoient leurs enfants progressivement glisser à la surface de ce bourgeon, les mitoses se font en arrière et les enfants vont en avant, réalisant un film monocellulaire de kératinocytes. Donc ce film monocellulaire, on le voit parfaitement bien que ce soit que l'épaisseur d'une cellule, on le voit parfaitement bien, on va en voir une photo, mais les mitoses ne se font qu'en arrière. Et à un moment donné, eh bien, les kératinocytes du nord vont rencontrer ceux du sud, de l'est, de l'ouest, etc. Et par des mécanismes moléculaires prodigieusement complexes et admirables, ils vont s'informer, je ne sais comment, que la surface du bourgeon est entièrement épidermisée et que là, il faut peut-être arrêter de se multiplier pour se différencier, comme le font leurs parents sur les bords du bourgeon, pour faire maturer, mûrir cet épiderme néoformé pour qu'il ait les propriétés de l'épiderme normal. Donc voilà ce que c'est qu'un film monocellulaire de kératinocytes, c'est ce petit liseré épithélial qui entoure le bourgeon et qui progresse. Donc encore une fois, les mitoses sont sur la peau saine et le bourgeon progresse à la surface de ce bourgeon. Si ce bourgeon progresse, si ce film progresse à la surface du bourgeon, ça veut dire qu'il n'est pas fixé là-dessus, il glisse là-dessus. Et donc, on peut l'arracher facilement par des mouvements un peu trop brusques ou par des pansements un peu trop secs. Et donc, au stade de l'épidermisation, il faut toujours surveiller la plaie pour voir s'il n'y a pas d'impasse avec un hyperbourgeonnement éventuel dans certains endroits, mais il faut surtout faire attention, avoir des pansements bien humides et avoir des mouvements qui ne soient pas trop brusques. Alors ici, vous allez me dire que ces mouvements brusques, eh bien les voilà, puisqu'on est en train d'enlever ce bourgeon, on est en train d'enlever ce film de kératinocytes. Pourquoi? Parce qu'on va greffer ce bourgeon pour gagner du temps sur l'évolution cicatricielle. Donc voilà la raison pour laquelle on peut se permettre d'enlever ici ce film de kératinocytes pour vous montrer à quoi ça ressemble. Faute de quoi, ce serait, si on avait décidé de laisser cette plaie cicatriser toute seule, ce serait un geste plutôt à éviter, évidemment. Lorsque le bourgeon est terminé, lorsqu'il s'est épidermisé complètement, eh bien on a une cicatrice qui pour autant n'a pas fini d'évoluer. Et toutes les cicatrices, qu'il s'agisse de sutures, de cicatrisation spontanée comme on vient de le voir, évoluent de la même façon. Si on représente en abscisse le temps, et en ordonnée tous les phénomènes hyperplasiques, ce qui ne veut rien dire, mais qui représentent tout ce que le patient n'aime pas, c'est-à-dire que la cicatrice est rouge, qu'elle est dure, qu'elle est en relief, que ça gratte, etc. Au temps zéro, lorsque la cicatrice est obtenue, ou lorsqu'on enlève les fils d'une suture, eh bien, il n'y a pas de phénomène hyperplasique. Mais au fur et à mesure du temps, eh bien, ces phénomènes vont apparaître. La cicatrice va devenir rouge et dure et va gratter, etc. Le patient, s'il n'est pas informé, va se plaindre auprès de gens de son entourage, plus ou moins bienveillants, plus ou moins compétents, qui risquent de lui dire que c'est pas normal et qu'il faut que ça ne va pas. En fait, ça va très bien, c'est l'évolution naturelle, spontanée d'une cicatrice, c'est comme ça que ça marche. Le phénomène, l'intensité de ce phénomène est plus ou moins grande selon l'âge, selon les individus, etc. Mais il est toujours là. Et le moment de ce pic, c'est à peu près 2 mois après la cicatrisation. Donc 2 mois après qu'on enlève les fils d'une suture ou 2 mois après qu'on ait obtenu le bourgeon, eh bien ces phénomènes hyperplasiques seront au maximum de leur intensité. Il faut bien sûr en avoir informé votre patient bien avant, dès le départ, en disant voilà ce qui va se passer, je veux vous revoir à 2 mois parce que ce sera le pire moment, et voir un petit peu si tout se passe normalement. En tout cas, ne soyez pas effrayés, une cicatrice évolue toujours de la même façon, et 2 mois après environ, eh bien, elle sera rouge, elle sera dure, elle sera en relief, elle va vous gratter, etc. La bonne nouvelle, c'est que eh bien, tous ces phénomènes vont disparaître spontanément. C'est-à-dire que la cicatrice va s'aplatir, elle va blanchir, elle va s'assouplir, elle va arrêter de vous démanger, etc. Il va falloir pour cela être patient parce que ça peut durer de 6 à 24 mois. Alors bien entendu, vous pouvez mettre toutes les crèmes et tous les produits magiques qui sont vendus dans le commerce, qui sont destinés à vous faire patienter, mais dont l'efficacité, jusqu'à présent, n'a absolument pas été démontrée.
Si vraiment ça vous gratte trop, prenez un peu d'huile d'amande douce qui ne coûte pas cher et massez-vous, mais c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. Donc, une cicatrice évolue au cours du temps et cette évolution prend de 6 à 24 mois. Des fois, elle peut même durer plus longtemps. Donc, ne soyez pas impatient. Une cicatrice au début, une cicatrice fraîche, c'est rouge, c'est dur, ça gratte et c'est la nature, on n'y peut rien ou pas grand-chose. Ici, voici un canal carpien qui a été opéré il y a pratiquement 2 mois, 52 jours, à gauche. Vous allez expliquer ça à votre patiente qui se dit c'est pas normal, c'est rouge, c'est dur, ça gratte, etc. Vous lui expliquez que de l'autre côté, elle a bien été opérée 10 ans avant et vous voyez que la cicatrice est devenue blanche, souple et ne lui fait plus mal. Elle vous croira donc volontiers, ayant un témoin de cette évolution. Ce phénomène est constant. Ce phénomène est constant, donc une cicatrice, ça évolue. De même, une cicatrice a comme propriété d'être totalement imprévisible, quelle que soit la façon dont vous l'ayez faite. Elle peut être jolie partout, dans ces cas-là on dira que c'est le chirurgien. Elle peut être moche partout, dans ces cas-là on dira que le patient cicatrise mal. Elle peut être jolie à certains endroits et moche à d'autres, d'une façon totalement aléatoire, en apparence. On n'y peut rien, on ne sait pas, on ne contrôle plus rien. La seule chose que nous contrôlions lorsqu'on fait de la chirurgie, c'est la technique de suture que nous reverrons, en essayant de ne pas rajouter des plaies supplémentaires. C'est tout ce qu'on peut faire. À part ça, on n'a plus qu'à espérer que la cicatrisation du patient lui permettra de laisser le moins de séquelles possible. En tout cas, une cicatrice, c'est définitif et indélébile. On va y revenir. Il y a des cicatrices qui sont définitive indélébile, sauf chez le fœtus. Chez le fœtus, eh bien, c'est un cas particulier. Lorsqu'on opère un fœtus dans le ventre de sa mère, par des techniques de célioscopie compliquées, eh bien, il n'y a absolument aucune cicatrice à la naissance. Et ça, eh bien, ça excite beaucoup de chercheurs qui sont en train de rechercher le mécanisme moléculaire qui fait qu'il n'y a pas de cicatrice lorsqu'on opère un fœtus dans le ventre de sa mère. Celui qui va trouver l'explication aura à coup sûr le prix Nobel et beaucoup d'argent. À l'extrême, à l'opposé de la vie, chez le grand vieillard, eh bien le grand vieillard cicatrise comme tout le monde s'il est bien nourri, et donc il faut le suturer, etc. Mais sa réaction inflammatoire, celle qui survient au bout de 2 mois au maximum, eh bien elle est très aplatie, voire absente. Donc le vieillard cicatrise comme tout le monde, mais avec une cicatrice qui est tout à fait esthétique, puisqu'il n'y a pratiquement pas de phénomène inflammatoire. A l'inverse, l'adolescent ou l'enfant va faire des cicatrices qui sont très souvent hypertrophiques et d'une façon durable. Donc plus on est jeune, mieux on cicatrise, on cicatrise un peu trop bien, si j'ose dire, alors que le vieillard cicatrise normalement sans faire d'histoire. Enfin, une cicatrice est indélébile, il est absolument impossible de faire disparaître une cicatrice. On peut essayer de réduire la largeur d'une cicatrice trop large, en espérant que la reprise chirurgicale sera suivie d'une cicatrice moins large, ce qu'on est loin de pouvoir garantir. On peut, sur certaines cicatrices rétractiles, essayer d'augmenter leur longueur. On peut essayer de décrocher des cicatrices qui sont adhérentes en profondeur. On peut essayer de tricher, mais quoi qu'il en soit, la cicatrice est définitive et indélébile. On a une cicatrice jusqu'à la mort. Il est impossible de faire disparaître une cicatrice, sauf dans les films américains, mais ça s'appelle du traitement d'image, ça ne s'appelle pas de la chirurgie, ni du laser, ni quoi que ce soit. Donc, une cicatrice, c'est un phénomène naturel qui est propre aux êtres vivants. On cicatrise quoi qu'il arrive si on est en bonne santé, parce que nous sommes vivants. Cette cicatrisation passe par les 4 étapes que je vous ai décrites. La détertion qui est toujours suppurée avec du pus, c'est normal. Le bourgeonnement qui rétracte les berges de la plaie et qui est susceptible d'avoir des impasses lorsque le bourgeon devient hypertrophique. L'épidermisation qui ne survient que lorsque le bourgeon arrive au niveau de la plaie, de la membrane basale de l'épiderme. Enfin, la maturation qui est une étape absolument incontournable qui va passer par un pic hyperplasique avant de revenir à quelque chose de blanc, souple et présentable. Dans tous les cas, cette cicatrice est définitive et indélébile. Tant pis, je vous remercie quand même.